C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du 12 avril 2021. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, après cette ouverture de l'Assemblée, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, déroulement de la séance. Ça me prendrait tout de suite une résolution pour accepter le déroulement de la séance. Madame Lucie Gilbert, selon les exigences du décret gouvernemental, à huis clos et même en visionnement. Au point 4, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mars 2021. Au point 6, les comptes à payer. Au point 7, la présentation des états financiers 2020. Au point 8, le renouvellement de l'entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la borne de recharge électrique. Au point 9, l'avis de motion et projet de règlement 362-21 relatif à l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 278-12. Au point 10, le règlement 361-21 sur les clapets anti-retour. Au point 11, la demande d'offre de prix pour contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de réfection de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. Au point 12, l'appel de projet au phare. Au point 13, rapport des comités. En 13A, on parlera de la politique des aînés. Au point 14, correspondance. En 14A, une demande d'appui au projet Inergex. En 14B, la demande d'appui de la Chambre des communes pour exiger que le gouvernement crée un service d'écoute téléphonique national pour la prévention du suicide au moyen d'un numéro à 3 chiffres. Au point 15, ce sera la période de questions. Au point 16, varia, des questions diverses et affaires nouvelles. Et au point 17, ce sera la levée de l'Assemblée. Si l'ordre du jour vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne Giguère. Ça va, Cathy? Tout va bien? Le point 3 étant déjà adopté par résolution concernant le déroulement de la séance, ça nous amène au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 8 mars 2021. Alors, les conseillers, on peut en prendre connaissance. Si ça vous convient, si c'est conforme à nos résolutions, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Michel Fortin. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mars 2021. Alors, c'était une séance extraordinaire pour déplacer la rencontre de ce soir, l'assemblée de ce soir, qui avait été par erreur placée le 5 avril, qui était le lundi de Pâques. Alors, on peut difficilement tenir une séance du conseil à ce moment-là. Donc, on avait par résolution déplacé, modifié le calendrier des séances du conseil. Ça se faisait dans le cadre d'une séance officielle. Alors, on a fait une séance extraordinaire pour ça. Et donc, le 9 mars, c'était pour modifier le calendrier des séances, tout simplement. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie Lachance. Ça nous amène au point 6, les comptes à payer. Alors, avec, depuis notre atelier de travail, avec l'ajout d'un petit montant concernant la petite caisse, ça nous amène un total de comptes à payer de 123 719,89 pour ce mois-ci. Les conseillers ont eu l'occasion d'étudier les comptes à payer lors de notre atelier de travail, de poser des questions, de regarder tout ça. Donc, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Michel Saint-Pierre. Si. Ça nous amène au point 7, qui est pas mal le point principal de la séance de ce soir, la présentation des états financiers 2020. Lors de notre dernier atelier de travail, notre comptable est venu nous présenter nos résultats financiers de l'année 2020. Il nous a permis de savoir finalement comment ça s'était passé, l'ensemble de nos activités financières au cours du dernier exercice. Alors, je vais tenter de vous résumer ça de la façon la plus simple, la plus claire, la plus efficace possible, mais ça reste toujours un peu râpeux de la comptabilité municipale, là. Alors, on va essayer de mettre ça le plus digérable possible. Alors, de façon très résumée, là, la municipalité de Saint-Frédéric, au cours de l'année 2020, a eu des revenus de fonctionnement de 1,7 million. 1 763 091 exactement. Et on a eu des dépenses de
1,4 million. 1 429 111 exactement. Ce qui reste 333 980 $. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces 333 000-là? On a d'abord fait les paiements sur notre dette à long terme pour un montant de 182 701 $. Ça vous donne une idée du poids de notre dette à long terme. Donc, c'est des gros paiements, mais en proportion de l'ensemble de nos revenus, vous voyez qu'on a des revenus d'1,7 million, 182 000 $ de paiement. C'est quand même pas démesuré en proportion de notre municipalité. On a fait des activités d'investissement de 35 563 $, c'est-à-dire une acquisition de véhicules. Et après ça, on a affecté des sommes de 28 780 $ qui étaient des soldes de nos règlements d'emprunt. C'est que quand une municipalité fait des règlements d'emprunt, elle fait des règlements d'emprunt pour toujours un montant un petit peu plus que ce qu'elle prévoit pour des travaux. Et là, il reste toujours des petites soldes. Alors, ces montants-là, ils sont disponibles. Là, on a été les chercher. Si, par exemple, on prévoit des travaux qui sont estimés, je ne sais pas moi, disons, des travaux pour disons, 250 000 $, ben, des fois, on va emprunter 275 parce qu'on n'est pas sûr qu'il peut y avoir des imprévus. Alors, quand notre règlement d'emprunt est plus gros que les travaux qu'on fait, ça nous donne une marge, un solde à nos règlements d'emprunt qu'on a le droit d'aller chercher pour les utiliser. Ce qui fait au bout du compte qu'on termine l'année avec un surplus réel de 144 496 $. Mais ce 144 000-là, on ne l'a pas placé directement comme ça dans le surplus libre. On avait déjà des intentions de vouloir réaliser certains travaux, de certaines provisions et de pouvoir réaliser certaines choses. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a créé plusieurs fonds réservés avec des intentions précises. Donc, contrairement à beaucoup d'organisations publiques, notre municipalité ne met pas tout l'argent dans le surplus libre et fait n'importe quoi avec ça. On prévoit déjà, on planifie déjà l'utilisation de nos sommes qui sont disponibles, dépendamment comment l'année se passe. Alors, par exemple, on affecte, dans le courant de l'année, on a affecté un montant de 25 000 $ au matériel roulant. On a affecté un montant de 10 000 $ au budget d'intervention d'urgence, c'est-à-dire c'est notre coussin de sécurité en cas d'intervention d'incendie majeur. Et à chaque année, on essaie de bonifier ce montant-là un petit peu. On a prévu réserver 10 000 $ pour la vidange des boues de notre station de traitement des eaux usées. On sait que ça s'en vient là. Alors, on se réserve des sous pour pouvoir faire ces travaux-là et pour ne pas débalancer notre budget quand ça va être le temps de le faire. On s'est réservé 10 000 $ pour réaliser un éco-centre, donc un endroit où on va pouvoir aménager un espace pour un dépôt de déchets local. On s'est réservé 40 000 $ pour l'entretien de nos bâtiments municipaux, donc l'hôtel de ville et le garage municipal. On s'est aussi réservé 20 000 $ pour faire la gestion des eaux de surface, que ce soit d'ajouter des regards, des grilles, des chaînes de rue, des choses comme ça. Donc, différentes petites modifications. Avec 20 000 $, c'est sûr qu'on ne va pas loin, mais c'est pour commencer à faire certains travaux. Et au cours de l'année 2020, il y a des dépenses qu'on a faites avec nos fonds réservés. Alors, comme par exemple, on a fait l'acquisition du nouveau camion, au montant de 35 000 $. On a utilisé 35 000 $ de nos fonds réservés pour l'acquisition du nouveau camion. On a fini d'utiliser le solde de notre compte pour l'éclairage de rue. Il restait 2 193 $ là-dedans, on est allé le chercher. Et on avait aussi un fonds qui était réservé, qui nous provenait de la liquidation de la Corporation de développement industriel qui avait été cédée à la municipalité. Alors, il y avait 28 000 $ dans ce fonds-là qui a été affecté aux travaux qui ont été réalisés pour l'agrandissement du parc industriel. Donc, ces fonds-là ont été utilisés entièrement. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'année avec des fonds réservés pour un montant de 131 000 $. Donc,
notre municipalité dispose de 131 000 qui sont déjà réservés pour des projets spécifiques déjà prévus. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et le Conseil est très fier, très content d'avoir pu réaliser ça dans les dernières années, d'avoir pu mettre en place des budgets dédiés comme ça. C'est une très, très bonne chose. Ça donne une très bonne solidité à notre municipalité. Si on se parle en général, une fois qu'on a affecté tout ça, qu'on a placé tout notre argent, la municipalité comme telle, de façon globale, depuis toujours, depuis sa création, elle dispose à la fin de l'année 2020 d'un surplus libre de 284 616 Ça veut dire qu'une fois qu'on a affecté tout notre argent, qu'on a fait tout notre budget, qu'on a fait toutes nos choses, notre coussin de sécurité à la municipalité, il est de 284 000 Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Bien, je vous dirais que compte tenu de notre budget qui est de 1,7 million, 284 000 c'est juste bien. C'est juste assez. Pour vous donner une idée, si on pense par exemple aux grands projets, comme par exemple notre très grand projet de l'eau potable avec la réfection du réservoir d'eau potable, ou de grands projets comme le Village Marie, par exemple, il y a énormément d'honoraires professionnels qui ont été engagés jusqu'à maintenant pour presque l'équivalent de ce montant-là. Alors, un coussin de sécurité comme ça nous permet de supporter des projets qui sont en cours de réalisation en attendant qu'ils soient financés à long terme. Une municipalité, ce n'est pas une bonne chose qu'elle ait 1,5 million en argent de surplus libre accumulé. Ça serait une mauvaise gestion. Pas du tout de coussin de sécurité, ce n'est pas bon non plus. Donc, à 300 000, à près de 300 000 de surplus accumulé comme ça, moi, je suis très confortable avec ça. Ça nous donne une marge de sécurité raisonnable. Et même là, ce n'est pas parce qu'il y a 284 000 de surplus accumulé qu'on a nécessairement cet argent-là libre dans le compte de banque. Ce n'est pas de l'argent liquide dans le compte. C'est de l'argent théorique dans les états financiers. Alors, il ne faut pas s'énerver non plus. L'important pour une organisation comme une municipalité, ce n'est pas d'avoir un divan, c'est d'avoir un coussin de sécurité. Si vous comprenez l'image. Alors, avec un montant comme ça, c'est tout à fait raisonnable et moi, je suis très, très à l'aise de fonctionner avec ça. Ça fait normalement pas mal le tour. Cathy, est-ce que c'est correct avec ça? Est-ce que ça résume pas mal de façon raisonnable à la situation financière pour l'exercice 2020, d'après toi? Oui, ça résume très bien. C'est bon, ça. Donc, ça donne une idée. Évidemment, ça va être publié, puis on va présenter ça par écrit aussi dans le journal municipal, bien entendu, avec un tableau sommaire des résultats de l'année 2020. Ça va? On a eu, évidemment, les conseillers ont eu la présentation beaucoup plus détaillée par le comptable lors de l'atelier de travail, avec la possibilité de questionner et de regarder tout ça. Alors, le but, c'est d'être très transparent. Et c'est surtout, je dirais que le point saillant dans nos états financiers, c'est d'avoir réussi, toujours dans le cadre du même exercice du budget, avoir réussi à maintenir la hausse de taxes en dessous de 2 en dessous de 2 tout en étant capable de dégager des économies importantes qui nous permettent de mettre de l'argent de côté, de faire des provisions pour couvrir des dépenses pour des projets qu'on sait qui vont arriver et qui ne vont pas déséquilibrer notre budget. On est capable d'anticiper, de prévoir les dépenses, de prévoir les coûts qui vont arriver pour pouvoir fonctionner. Par exemple, il faut voir venir par exemple, disons pour l'entretien des bâtiments municipaux, il ne faut pas attendre que la toiture coule pour prévoir de la remplacer, de la réparer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des infiltrations par les fenêtres pour prévoir de les remplacer. Il faut voir venir les coûts et il faut voir venir les situations, donc réserver les sommes. Parce qu'il y a des dépenses qui sont élevées et de pouvoir les faire juste dans le même exercice financier, dans le même budget d'une année, c'est trop dur. Alors, on essaie d'accumuler des sous sur plus d'une année pour répartir la dépense, c'est beaucoup moins dur. Ça revient à ça pas mal pour la présentation des états financiers.
Ça nous amène donc maintenant, Cathy, est-ce que ça prend une résolution ça, pour la présentation? Non, c'est juste un dépôt. C'est un dépôt de documents. C'est bon. Au point 8, renouvellement de l'entente de partenariat avec Hydro-Québec pour la borne de recharge électrique. Ça permet de souligner que la municipalité de Saint-Frédéric avait été à l'époque la toute première municipalité de notre MRC à se doter de la toute première borne de recharge électrique. On a été cité en exemple plusieurs fois, puis je m'en fais encore parler d'ailleurs à la table des maires lorsque je vais mes rencontres à la MRC. Et l'idée fait son chemin, il y en a bien d'autres qui emboîtent le pas maintenant. Alors, ça fait déjà plusieurs années, Cathy, En 2017, je crois. 2017. Donc, ça correspond donc à... Non, c'est avant ça parce que c'était avec Henri. Oui, c'est ça. Ou 2017. Sur la dans l'année 2017, c'est ça. Hein? Ça devait être une entente qui avait avait travaillé été... beaucoup ce dossier-là dans le mandat précédent. Bon, 16 ou 17, peut-être 2016, hein, mais ça doit faire 5 ans, peut-être une entente de 5 ans. Oui, je pense que c'est 5 ans. Et à tous les mois ou à tous les 2 mois, je ne sais plus, là, on reçoit un bilan là, de l'utilisation et les gens qui... ça, c'est une autre question qu'on a eue. Évidemment que les gens qui se branchent avec leur auto électrique, ils payent, là, bien entendu, là, ils payent l'électricité qu'ils ont utilisée pour recharger la voiture. C'est une interface pour payer avec une carte de débit ou de crédit. Et ça fonctionne très bien. Et il y a une certaine tendance à l'augmentation des transactions. Et c'est intéressant. Alors, ce soir, on passerait la résolution pour renouveler cette entente pour une autre période de, je ne me rappelle plus. 5 ans. De 5 ans, bon. Alors, ça doit faire 5 ans, justement. Ça doit être des ententes de 5 ans. C'est ça, dans le fond, c'est pour faire partie du circuit électrique d'Hydro-Québec. Ils font la promotion et tout ça. Donc, comme ça, les gens savent, quand les gens qui roulent à l'électricité. Il y a 5 ans, c'était quelque chose d'un peu beaucoup marginal. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup moins marginal. On en voit de plus en plus sur les routes. Il y a de plus en plus de gens qui en ont. Et dans 5 ans, on peut s'attendre que ça soit devenu commun. Les choses changent, les choses évoluent. C'est ça. C'est ça. Alors, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer. Anne-Marie, elle a déjà levé la main. Bon, c'est bon. Donc, Anne-Marie qui en fait la proposition. Merci. Au point 9, ce soir, on passe c'est un règlement important. L'avis de motion et le projet de règlement 362-21 relatif à l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 278-12. Alors, la municipalité de Saint-Frédéric disposait déjà d'un règlement qui était déjà un règlement quand même assez sévère sur l'utilisation de l'eau potable, mais à la demande, et ce n'est pas juste une demande, mais à l'exigence même du gouvernement du Québec par le ministère de l'Environnement, si je ne me trompe pas, Cathy, on doit adopter un règlement sur l'utilisation de l'eau potable qui va beaucoup plus loin, qui amène des contraintes et des exigences beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées. Et dans les années à venir, plus ça va aller loin aussi. Alors, ce soir, c'est l'avis de motion, le projet de règlement qui va être en ballottage pour le prochain mois. Il va être adopté officiellement seulement à la séance du mois de mai, à moins de changements importants. Donc, ça donne le temps d'y penser aussi. Mais ça va devenir sérieux. Le gouvernement exige qu'on diminue notre consommation d'eau potable et exige qu'on mette en place dans nos règlements municipaux des contraintes et des exigences liées à l'utilisation de l'eau potable. Donc, mettre des systèmes d'arrosage automatique qui peuvent virer jour et nuit, ça ne marche plus comme ça. Donc, l'eau potable, c'est une ressource qui va devenir de plus en plus sérieuse, de plus en plus sérieusement contrôlée aussi dans l'avenir. Alors, ce soir, l'avis de motion de projet de règlement, Cathy, ça prend un conseiller pour le déposer. Si qui donne un avis de motion, qui dépose le projet. Hein? Donc, qui en fait le dépôt? Les conseillers, pas tout le monde en même temps. Marie. Au point 10, on avait fait l'avis de motion de projet de règlement le mois passé. C'est le règlement 361-21 sur les clapets anti-retour. Alors, c'est un règlement qui, comme le nom l'indique, qui précise que les résidences doivent être munies d'un clapet anti-retour.
L'objectif, ce n'est pas d'engager une police des clapets anti-retour, là, rassurez-vous. Là. Le but, ce n'est pas de commencer à aller faire enquêter dans les caves de tout le monde, voir si c'est un clapet anti-retour. Mais c'est surtout, à la demande de nos assureurs, c'est que si jamais, pour n'importe quelle raison, il devait y avoir un refoulement dans vos propriétés causé par un mauvais fonctionnement du système d'égout de la ville, alors, puisqu'on a un règlement sur les clapets anti-retour exigé par nos assureurs, bien, votre assurance de votre résidence ne pourra pas revenir contre la municipalité. Alors, toutes les maisons sont supposées être dotées d'un clapet anti-retour en vertu de notre règlement municipal. Alors, j'en profite pour faire le message et par sécurité, normalement, tous les propriétaires de résidence de la municipalité devraient s'assurer de se doter d'un clapet anti-retour sur les canalisations d'égouts qui sortent de la maison et de s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et puis, il y a des types de clapets, là, en plus, là, je connais strictement rien, là, mais semble-t-il qu'il y a des types de clapets, puis il y a un modèle qu'il ne faut pas mettre, là, puis en tout cas, ça prend un plombier qualifié là, pour savoir de quoi il est question. Alors, donc, ce soir, on adopte la version finale du règlement qui entre en vigueur aujourd'hui même. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Jean-Denis Vachon. Ça nous amène au point 11, demande d'offre de prix pour contrôle qualitatif des matériaux, réfection de rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. Alors, la résolution qu'on passe ce soir, c'est pour mandater notre directeur général d'aller en appel d'offres pour des laboratoires qui vont contrôler la qualité des matériaux qui vont entrer dans la construction des rues Saint-Gagnon et de la rue Saint-Olivier pour vérifier, faire les tests de compaction des sols, les tests tester le gravier, se répond aux normes, et ainsi de suite. Alors, il faut mandater notre directeur général de procéder. C'est bien ça, Cathy? Oui. Quelqu'un pour en proposer la résolution? M. Michel Saint-Pierre. Ça nous amène au point 12, appel de projet du phare. Alors, point d'information important. Alors, je voudrais m'assurer que tout le monde est bien au courant. J'en ai parlé dans une précédente chronique là, en début d'année dans le journal municipal, mais lors de la prochaine réunion de la table des maires à la MRC, nous allons certainement lancer un prochain appel de projet au phare. Le phare, c'est le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Alors, j'appelle aux initiatives de tous nos organismes à Saint-Frédéric. Pensez à, je ne sais pas moi, les loisirs, l'âge d'or, la fabrique, la chambre de commerce, ou ça peut être un groupe de citoyens qui s'associe avec un organisme ou qui en crée un, ou peu importe. Le Fonds d'aide au rayonnement des régions est là pour soutenir la réalisation d'un projet qui a une visibilité qui dépasse la MRC, qui peut avoir un rayonnement plus grand que sur la MRC Robert-Clich et qui peut couvrir jusqu'à 80 % des dépenses du projet. Donc, c'est drôlement intéressant. Alors, imaginez un projet, mettons, d'une valeur de 100 000 $, il peut être financé jusqu'à 80 % en autant que ce projet-là donne un rayonnement qui dépasse les limites de notre MRC. C'est ce qui est demandé. Évidemment, on va mettre un petit rappel dans le Frédéricois avec des références sur le site web. On a une personne qualifiée à la MRC pour accompagner les organismes qui souhaiteraient déposer un projet, capable de guider, de dire qu'est-ce que ça prend, comment compléter les formulaires, comment monter ça, comment faire ça. Il y a aussi plein d'exemples sur le site du phare. Sur le site web, il y a plein d'exemples de projets qui ont été déposés. Ça donne des idées aussi, puis ça montre comment on peut se qualifier, puis comment on peut monter ça aussi. Ça peut être dans le domaine sportif, culturel, social, tourisme, la formation, ça peut être dans n'importe quoi, là, vraiment. Mais en autant que ça donne un rayonnement régional à ce qu'on fait. On peut s'associer à une autre municipalité, on peut être plusieurs municipalités ensemble pour faire un projet, on peut n'importe quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'en fait pas de projet à Saint-Frédéric, ben après, il ne faut pas bougonner parce qu'il y a une municipalité voisine qui en fait plus. Si on passe notre tour, les sous vont aller à d'autres.
et il ne faudra pas se plaindre. Alors, je fais le message, là, et j'insiste, s'il y a des gens qui pensent à des projets, vous pouvez m'en parler. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous diriger, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et on va remettre dans le Frédéricois, si possible, là, quelques liens par rapport à ça. Et aussitôt qu'on va avoir les dates aussi du lancement de l'appel de projet et des dates limites de dépôt du projet, on va essayer de le rendre disponible le plus possible. Ça va? Donc, appel de projet du phare, c'est le temps. C'est des projets d'envergure dans notre municipalité, c'est le temps d'y penser. Ça nous amène au point 13, rapport des comités. Concernant la politique des aînés, alors il y a une consultation publique qui est en marche présentement, un sondage, et c'est notre ami Joanne qui est sur le comité qui s'occupe de ça intensivement, je dirais. Et veux-tu nous en parler un petit peu, Joanne? Si tu allumes ton micro. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça. On est en processus du renouvellement de la politique des aînés et familles aussi. Donc, je travaille avec Anne-Marie là-dessus également. Au niveau de la consultation publique, cette année se fait par sondage. À cause, bien sûr, de la question de pandémie, on ne peut pas rencontrer les gens. Fait que c'est actuellement sur le site de la municipalité où on peut aller répondre au sondage, dans le fond. Puis, si c'est inaccessible pour vous de répondre par Internet, ben, vous pouvez demander une copie là, directement là, à la municipalité. Ils peuvent imprimer ou des choses comme ça. On a jusqu'au 30 avril aussi pour répondre au sondage. Puis, les participants sont éligibles à un concours. Là. Il y a des prix de participation. Donc, on encourage tout le monde là, à participer en grand nombre. Là, ça s'adresse à c'est pour couvrir la politique des aînés et la politique familiale. Anne-Marie, qui devrait répondre à ce sondage-là? Tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde. Là. Donc, tous nos citoyens à Saint-Frédéric sont interpellés là-dedans. Oui. Là, je vais insister beaucoup. Là. Quand on remplit des sondages comme ça, sur le coup, on se demande à quoi ça sert. C'est quoi ça, ces patentes-là? Puis là, on pense que ça va tomber dans l'oubli complètement. Ben, laissez-moi vous dire que c'est crucial pour une petite municipalité comme l'autre de pouvoir compter sur des données qui proviennent de notre population. Par exemple, si on a pu faire restaurer le presbytère de Saint-Frédéric et aménager une salle pour la FADOC, une salle pour les aînés, puis relocaliser notre bibliothèque, tout ça, tout réaménager le presbytère comme on a pu le faire, d'aller chercher une subvention de 100 000 pour ça, c'est parce qu'on avait une politique des aînés. Si on a pu aller chercher un CPE de 52 places à l'époque à Saint-Frédéric, c'est parce qu'on avait une politique familiale, on avait des données statistiques sur ce que les gens de Saint-Frédéric voulaient et avaient besoin. Alors, essayez de compléter et de penser à tout, d'avoir une vision de quoi qui serait intéressant, de quoi on aurait besoin pour se développer dans l'avenir, qu'est-ce qui répondrait le mieux possible à nos besoins intergénérationnels, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, et surtout pour le vivre ensemble. Si on n'a rien qui démontre les intérêts et besoins de la population, on ne peut pas soumettre de demandes dans le cadre des programmes de subvention qui sont disponibles. C'est extrêmement important que tout le monde complète ce sondage-là en ayant la vision la plus large possible. Pensez pas juste à votre intérêt personnel, mais essayez d'avoir une vision la plus large possible. Et s'il y a des questions où vous pouvez écrire des suggestions, là, gênez-vous pas. Plus vous en mettez, mieux c'est. Et ça serait important qu'un maximum de gens répondent. Le plus possible, ça nous aide beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, en complétant un sondage comme ça, vous aidez énormément votre municipalité et vos organismes à faire des démarches, à soutenir les démarches pour aller chercher du soutien financier dans l'avenir, dans les prochaines années, pour toutes sortes de projets possibles, imaginables. C'est vraiment super important. Parlez-en autour de vous autres. Et là, le contexte fait que c'est d'autant plus difficile là, à se voir puis à se parler, là, mais il faut vraiment que l'information circule. C'est bon? Alors, je tiens à remercier particulièrement Joanne et Anne-Marie qui ont travaillé ce dossier-là de la politique des aînés, de la politique familiale.
avec le soutien des gens de la MRC là-dessus pour faire la mise à jour de ce dossier-là, qui va pouvoir se conclure, se mettre en place à la suite du sondage. C'est bon? Ça fait le tour, mesdames? Oui. C'est ça. Ça nous amène au point 14 de la correspondance. En A, 14A, on a une demande de la municipalité voisine de Trinque-Jonction pour l'appui au projet Inergex, qui est la création d'un parc de panneaux solaires sur les terrains de l'ancienne mine Carré, c'est-à-dire, quand vous êtes sur la 112, c'est tous les terrains à gauche, en face des montagnes de la mine Carré. Donc, il y a un projet important qui se dessine. Ce serait probablement le plus gros parc de panneaux solaires au Québec, à ma connaissance, de 50 quelques mégawatts. Jean-Denis, c'est bien ça qui parlait, hein, 50 mégawatts, là, je ne me rappelle plus. Et puis, en train de vouloir fonctionner. Ça serait drôlement intéressant. Il risque aussi d'avoir des possibilités pour les municipalités des environs, incluant nous autres, de pouvoir s'impliquer dans le projet et de pouvoir en retirer éventuellement des redevances. Ça va être à étudier. Alors, on est en train de ficeler ça avec Hydro-Québec et c'est une démarche à long terme, là, mais c'est en train de vouloir aboutir. Et on est à l'étape donc de passer une résolution d'appui. Vous savez que la municipalité de Saint-Frédéric, donc c'est moi et Jean-Denis Vachon qui siégeons au conseil d'administration de la régie industrielle du parc Beauce-Amiens. Les 6 municipalités attachées à ce projet-là, c'est-à-dire Saint-Frédéric, nous autres, avec Saint-Jules, Saint-Séverin, Trinque-Jonction, Sacré-Cœur-de-Jésus et Île-Bretonne, on est tous impliqués et copropriétaires de la régie du parc industriel Beauce-Amiens. Alors, on est tous concernés par ce projet-là. Et on est à l'étape ce soir de passer une résolution pour que notre municipalité appuie la réalisation du projet. Si ça vous convient, ça me prendra un conseiller pour en proposer la résolution, M. Jean-Denis Vachon. Parfait. On avait reçu déjà le modèle de résolution. En 14B, on a reçu une demande d'appui de la Chambre des communes pour exiger que le gouvernement crée de la Chambre des communes à Ottawa, pour exiger que le gouvernement fédéral crée un service d'écoute téléphonique national pour la prévention du suicide au moyen d'un numéro à 3 chiffres. Donc, d'abord, pourquoi la demande provient du gouvernement fédéral? C'est parce que de la Chambre des communes à Ottawa, c'est parce que les télécommunications dans la Constitution canadienne, c'est une compétence fédérale. Alors, c'est normal que ça provienne du fédéral. Et pourquoi est-ce qu'ils nous demandent ça? C'est que c'est pour simplifier la démarche. Les lignes, des lignes d'aide d'écoute pour la prévention du suicide, ça existe déjà, là, 1-866 quelque chose. Là. Alors, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il soit créé une ligne d'appel d'urgence à 3 chiffres, là, disons comme 911, là, mais je ne sais pas quel chiffre ce serait, là. Mais ce serait 3 chiffres faciles à retenir, qui seraient les mêmes chiffres partout à la grandeur du Canada. Alors, toute personne en situation de détresse ou que ça ne va pas, ou un membre de la famille autour qui veut intervenir rapidement puis avoir de l'aide en cas de situation d'une personne qui ça ne va pas du tout, pourrait éventuellement, si le projet est développé, mais je pense qu'il va l'être, là, ça serait beaucoup plus facile d'être capable de se rappeler d'une ligne à 3 chiffres qui serait reconnue pour un service d'aide d'urgence en cas de suicide. Donc, pour la prévention du suicide. Donc, c'est ça. Ce soir, on passerait donc, comme la très grande majorité des municipalités du Québec le font comme nous, on passerait une résolution d'appui à ce projet-là pour la création donc d'une ligne de prévention d'écoute avec un numéro à 3 chiffres à composer. Je pense que ça va, c'est pas tellement difficile d'appuyer ça. Là. Ça va tout seul. Ça me prendrait quelqu'un donc pour en proposer l'adoption. Mme Joanne Giguère. Merci. Au point 15, à la période des questions, j'ai eu la confirmation tout à l'heure qu'il n'y avait aucune question qui avait été transmise à la municipalité. Et comme je dis chaque fois, il ne faut vraiment pas hésiter. Par contre, j'ai quand même, à l'occasion des appels,
Je pense que les gens sont quand même à l'aise d'appeler si quoi que ce soit, besoin de précision sur quelque chose ou concernant les communiqués qui circulent, les informations se rendent quand même, c'est une bonne chose. Alors, même si on n'a pas de séance publique du conseil, s'il se passe quoi que ce soit, j'invite tout le monde à communiquer avec nous autres. Vous appelez à la municipalité, même si les employés sont en télétravail, vous écoutez le message et les gens répondent, que ce soit chez eux, sur cellulaire, quoi que ce soit, vous allez avoir le service, vous pouvez transmettre un courriel, vous pouvez téléphoner, vous pouvez par Messenger à partir de la page Facebook de la municipalité, adressez vos demandes, puis on va y donner suite, c'est assuré. Donnez-nous une petite chance, là. Des fois, ça peut prendre quelques minutes, là, mais on va vous revenir, c'est sûr. Ça nous amène au point 16, aux variables et questions diverses. Alors, j'ai quelques points. En 16.1, une petite nouvelle quand même intéressante dans le cadre du projet de réfection de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. Alors, c'est ce vendredi de cette semaine à 11 h que la directrice générale va ouvrir les soumissions des soumissions pour les contracteurs intéressés à réaliser les travaux. Et c'est là qu'on va pouvoir savoir un peu plus vers où on s'en va en termes de prix, en termes de calendrier de réalisation. Donc, les citoyens de la rue Gagnon, les citoyens de la rue Saint-Olivier sont certainement intéressés de savoir quand est-ce que ça va se passer, qui va faire les travaux, quand est-ce qu'on fait scraper la rue, là, tout ça, puis que ça va se passer. Alors, on devrait bientôt être capable de vous répondre. C'est vendredi cette semaine à 11 h que la directrice générale rouvre les enveloppes. Alors, ça s'en vient sous peu, plus de détails. Donc, c'était prévu. J'avais dit qu'en avril, on aurait les soumissions et comme prévu, comme planifié, c'est en avril qu'on va recevoir qu'on ouvre les soumissions. Un autre point dans les questions diverses, en 16.2, je veux souligner que le 27 février dernier, on a appris le décès de M. Paul-Eugène Lessard, qui était maire de Saint-Frédéric de 1968 à 1972. C'est donc lui qui était maire de Saint-Frédéric lorsque je suis venu au monde. C'est quand même fait intéressant. Ça a été probablement le plus grand événement lors de son terme de maire. Ça fait que M. Paul-Eugène, que j'ai bien connu, était un très chic monsieur, très sympathique, qui était électricien d'ailleurs. M. Paul-Eugène Lessard demeurait dans la rue Gagnon et qui est natif du rang Saint-Antoine, qui était le parrain de Pierre Lessard d'ailleurs, que tout le monde connaît à Saint-Frédéric. Donc, M. Paul-Eugène, qui demeurait à Québec depuis plusieurs années en résidence, mais qui était toujours un citoyen de Saint-Frédéric convaincu. Alors, un peu comme on a fait l'automne dernier lors du décès malheureux de l'ancien maire, M. Roland Jacques. Alors, je vais demander, avec l'appui du conseil, la mise en berne du drapeau de Saint-Frédéric pour le reste de la semaine pour souligner son décès. On va prendre une photo, la transmettre aux membres de la famille de M. Paul-Eugène Lessard. Et évidemment, avec les circonstances actuelles, il n'y a pas de cérémonie officielle pour les funérailles. Tout ça, ça va être fait de façon intime un peu plus tard que la famille m'a informé, malheureusement. Donc, c'est ça. Alors, M. Paul-Eugène qui est décédé à l'âge vénérable de 96 ans. Voilà. Et finalement, dernière petite chose qui est quand même très intéressante, on a eu des précisions en ce qui concerne les matières compostables. Donc, tout le monde a entendu parler beaucoup de la question des bacs bruns, les matières putrescibles ou compostables. Ça fait jaser beaucoup. On va-t-il avoir des bacs bruns? On va-t-il pas avoir des bacs bruns? Quand est-ce qu'on va avoir des bacs bruns? C'est quoi cette affaire-là des bacs bruns? Comment que ça va se passer? Alors, on a des précisions. La première chose à savoir, c'est qu'il faut bien être conscient que toute la gestion des matières résiduelles depuis plus de 25 ans, c'est une compétence de la MRC. Il y a plus de 25 ans que les municipalités ont transféré cette compétence-là au MRC et ce n'est même pas un sujet qu'on doit discuter à la table de la municipalité. C'est entièrement une compétence qui a été transférée par résolution des municipalités il y a aux alentours de 1995-16 à peu près. Alors, l'information qu'on a eue concernant les matières putrescibles,
c'est que, premièrement, il faut se plier aux exigences de la loi là-dessus. Le gouvernement du Québec nous tord la vis, mais il y a quand même des nouvelles drôlement intéressantes. La loi a dit, et c'est ce qu'on a appris par les spécialistes de notre MRC qui sont venus nous faire une présentation à moi et à la directrice générale, que les municipalités de moins de 5 000 habitants et qui ont moins de 220 unités d'habitation dans leur périmètre urbain, ce qui est notre cas. Donc, Saint-Frédéric a moins de 5 000 habitants, évidemment, et Saint-Frédéric a 178 unités d'habitation dans son périmètre urbain. Le périmètre urbain, là, c'est pas gros, là. Saint-Frédéric, c'est juste le village bien sec, là. Donc, pour les municipalités dans notre situation, on est assujetti à aucune obligation en matière d'exigences concernant les matières putrescibles, les matières compostables. On ne pourrait pas s'en occuper du tout. Sauf que on va avoir des conséquences si on ne fait rien du tout. Ce qui se passe actuellement, c'est que présentement, on paye 117,25 $ la tonne pour l'enfouissement de nos déchets. Et ça, c'est à part du camion, évidemment. Le camion s'ajoute à ça. Mais on paye 117,25 $. Et sur ce 117,25 $, il y a 23 $ qui est une pénalité qui est envoyée au gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Québec redonne des sous aux municipalités qui sont les plus performantes en matière d'environnement. Il n'y a pas besoin de vous dire que si on ne fait rien, on va continuer de payer le 23 $ d'amende. Et ce 23 $ va augmenter jusqu'à 60 $ la tonne d'ici à 2030. Alors, on va payer jusqu'à 60 $ la tonne de pénalité et notre argent va être redistribué aux municipalités qui font des efforts en remise en valeur de matière compostable. C'est pas champion. Disons que ce n'est pas fantastique, notre affaire. Ça serait mieux d'essayer de faire quelque chose et de montrer qu'on est proactif là-dedans. Alors, vers où on se dirige, c'est conformément aux recommandations de notre MRC, il nous recommande pour pouvoir cocher sur la liste que la municipalité de Saint-Frédéric se qualifie dans les efforts dans le putrescible, dans les efforts à gérer les matières compostables. On n'aura pas de bac brun, mais on va distribuer dans toute la municipalité des petits bacs de compostage domestiques. Entre vous et moi, là, il n'y aura pas de police. Là. Il n'y aura personne qui va aller surveiller si, oui ou non, vous mettez bien vos coquilles d'œufs, votre restant de salade dans votre composteur, puis ci, puis ça, puis tout. Mais évidemment, plus on le fait, mieux ce serait. Et plus on enlève du tonnage de nos déchets, mieux ce serait. Et ça va nous donner le temps de s'acclimater à ça. La MRC va nous fournir du personnel, des gens qui vont circuler, qui vont donner de l'information, d'expliquer comment ça marche. Et un composteur, c'est gros comment? C'est gros, ça a 80 litres de grosseur. C'est gros comme 4 chaudières de 5 gallons. C'est ça, 80 litres. Ça coûte 35 $ et 80 % est subventionné par le gouvernement. Et le reste du montant pourrait peut-être être financé par le fonds qu'on a accumulé à la MRC. Ça sera à discuter, nous autres, à la table des maires. Donc, vous voyez que ce n'est pas une bien grosse obligation. Et en plus de ça, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire à Saint-Frédéric un espèce de mini-éco-centre. Un endroit où tout le monde pourra aller déposer ses rebuts, surtout de ce genre-là. En fin de semaine passée, il faisait super beau. Et tout le monde a raclé sa pelouse. Et la plupart du monde ont mis leur pelouse direct dans le bac noir. Et ça va aller directement dans le site d'enfouissement. Écoutez, c'est quasiment péché, ça. Mais je ne peux pas bien vous en vouloir. Il n'y a pas d'autre place pour la mettre. Mais si on avait proche, dans le village ou à proximité, un endroit où on pourrait déposer notre pelouse, nos feuilles, nos branches, le gravier qui traîne sur le trottoir, ben, on ne le mettrait pas dans les vidanges. Ça enlèverait du tonnage. Moins on met de tonnage aux déchets, mieux on est, plus on augmente notre rendement par habitant, mieux on se qualifie pour avoir des redevances
je sais pas, non seulement ça nous coûte moins cher, mais en plus, ça nous donne des redevances. C'est de la logique évidente, me semble. C'est de la logique évidente. Fait que non seulement on va diminuer notre pénalité, on va diminuer le coût de l'enfouissement aussi. Il me semble que ça va de soi, là. C'est l'évidence. Il y a 25 ans, est arrivé les bacs bleus. Tout le monde se souvient de ça. Et moi, je me rappelle, en tout cas, quand les bacs bleus sont arrivés, les gens ne voulaient rien savoir de ça. Ils laissaient le bac bleu en arrière de la maison. Puis là, il y en avait un de temps en temps, appelons ça comme ça, un capoté là, qui faisait du recyclage. Là. Tout le monde le regardait en voulant dire quelle espèce de martien que c'est ça qui utilise son bac bleu. Là, à un moment donné, ben, il y en avait 2, 3 qui utilisaient le bac bleu. Puis là, à un moment donné, il n'en restait plus rien qu'un qui ne mettait pas son bac bleu. Puis là, tout le monde le regardait en voulant dire comment ça qu'il ne met pas son bac bleu. Aujourd'hui, ben, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ben, le bac bleu de recyclage, il est toujours bien plus plein que le bac noir. Hein? Et, en tout cas, chez nous, le bac bleu, il se remplit bien plus vite que le bac noir. Là. Ça fait qu'il ne faudrait pas nous l'enlever. Là. On serait mal pris. Là. Et pourtant, il y avait des méchantes résistances. Alors, je me dis qu'avec les matières compostables, c'est un peu la même chose. Ça va prendre un certain temps pour s'habituer, mais tout ce qu'on peut enlever du bac noir à vidange, qui n'a pas besoin d'être là, des branches d'arbres de la pelouse. Et après, ben, si on est capable d'aller un petit peu plus loin, s'il y avait, puis là, vous allez me dire, ouais, mais ça pue des cochonneries, des affaires comme ça. Ouais, mais mettons, vous faites un party de homards chez vous, là, et que vos déchets de homards, s'il y avait une place pour aller les déposer à la municipalité d'un bac scellé fait pour ça, là, ça ne serait pas si pire. Là. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on va réfléchir, qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin. S'il y avait un endroit pour aller déposer votre trailer de feuilles mortes ou votre trailer de pelouse que vous avez râtelé au printemps, ben, ça l'enlèverait du bac noir. Alors, c'est vers là qu'il faut aller et on prévoit que vers juin, juillet, les composteurs domestiques vont pouvoir être livrés par la MRC et l'information va suivre. Il va évidemment y avoir des publicités de fait là-dessus. Il va y avoir des informations qui vont circuler. On va en parler dans le Frédéricois. Et bien évidemment, il va falloir que je me farcisse de faire une autre petite capsule là-dessus. Ça va bien arriver. Mais ça va être avec plaisir. Et puis, il faut accepter ce changement-là tranquillement. On ne mourra pas de ça, vous allez voir. Et inquiétez-vous pas, le but, ça ne sera pas de commencer à fouiller dans vos déchets pour voir si vous avez tout bien mis ce qu'il fallait dans le composteur. Là. On va y aller intelligemment, en respectant tout le monde, puis progressivement, tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne paiera pas un camion de plus pour ramasser un autre bac de plus à toutes les semaines. Et ça, c'est la grande révélation. Moi, je suis très content de ça. Puis ça va se jumeler avec d'autres initiatives pour gérer ça. Puis l'objectif, c'est de diminuer notre tonnage qu'on envoie au site d'enfouissement et c'est vers là qu'il faut aller. Ça faisait le tour de mes questions diverses. Les conseillers, il n'y avait pas d'autres sujets? Non. Bon, ça va. Alors, si ça fait le tour, ça nous amène à la levée de l'Assemblée. Madame Anne-Marie, d'habitude, qui est toujours prête à lever l'Assemblée, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup et c'était tout pour ce soir.